On oppose toujours ces deux mondes, le monde professionnel et universitaire. Sémantiquement parlant, on dit on crée ce biais, on les sépare, alors qu'il doit y avoir un lien fort entre ces deux mondes, comme c'est le cas entre la mode et les business schools, ce qu'on se disait en off, on a discuté plusieurs fois, qu'il y a vraiment un cloisonnement entre le monde des business schools et le monde des fashion schools, entre les designers et entre les futurs managers. La conversation, l'échange, construire ensemble nous fait penser vraiment durable. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode. Bonjour Iba. Bonjour Elsie. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi, je suis ravie de te recevoir. Donc, je présente aux auditeurs et auditrices Iba Zelinski. Tu es docteure et consultante en marketing et référente RSE à l'IAE Nice. Exactement. Et puis, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux et on a eu une super belle conversation. On s'est retrouvés sur plusieurs points, le marketing de mode, la mode, l'enseignement. Et on s'est dit, mais il faut qu'on se retrouve et qu'on partage un peu ces petits points importants, qu'on trouve importants sur un épisode de Qu'est-ce que la mode. Donc, te voilà. C'est ça. C'est vrai que le hasard parfois fait bien les choses. Voilà, on s'est retrouvés sur des sujets communs qui nous passionnent toutes les deux, je pense, et qui nous animent. Et je suis ravie, mais vraiment aujourd'hui de converser entre guillemets avec toi. On va causer. Et ce que j'aime dans ton podcast, c'est vrai cet aspect un peu ping-pong. Voilà, on se renvoie la balle et on discute. J'aime beaucoup ce côté-là. Ben voilà, je suis ravie de te retrouver. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi ? Est-ce que tu as toujours été consultante en marketing et référente au sein d'une université ? J'ai fait des études de marketing en business school. Je suis docteur en marketing et je suis aussi diplômée d'une fashion school. Donc, j'ai un côté universitaire, je dirais, et un côté professionnel. J'ai toujours travaillé, par contre, dans la mode, dans le luxe et le marketing. Et donc, j'ai toujours aimé le côté universitaire et le côté professionnel. Je dirais ma relation avec ces deux mondes-là, c'est une relation un peu je t'aime moi non plus. C'est-à-dire, j'ai une carrière qui a oscillé entre le monde universitaire et le monde professionnel. Si tu veux, j'ai commencé ma carrière plutôt en tant qu'universitaire. Donc, j'ai fait un master 2 de recherche. Donc, j'étais dédiée à avoir une carrière universitaire classique dans la recherche, l'enseignement. Donc, je suis restée quelques années à le faire, mais le monde professionnel me manquait beaucoup et surtout le mode, la mode, le marketing de la mode, dans lequel j'avais fait des stages avant et travaillé. Et donc, au bout d'un moment, j'ai quitté le monde universitaire pour retrouver les projets de création de terrain et de contact client, toujours donc dans la mode et le luxe. En fait, pour revenir à ta question
d'où vient mon amour quelque part pour ma passion pour l'enseignement, c'est que aussi j'ai toujours aimé transmettre, partager et raconter des histoires entre guillemets, pas forcément des histoires imaginaires ou fictives, mais plus du storytelling, parce que quand on est prof aussi, quand on est enseignant, on raconte des histoires. Dans la mode, on raconte l'histoire d'un objet. Dans le marketing, on raconte l'histoire de la marque. Donc c'est de ce côté-là où vient ma passion pour l'enseignement, mais voilà, toujours ce côté professionnel qui m'anime. D'ailleurs, on oppose toujours ces deux mondes, le monde professionnel et universitaire. Et d'ailleurs, c'est presque sémantiquement parlant, on dit on crée ce biais, on les sépare, alors qu'il doit y avoir voilà un lien fort entre ces deux mondes, comme c'est le cas entre la mode et les business schools, ce qu'on se disait en off, on a discuté plusieurs fois, qu'il y a vraiment un cloisonnement entre le monde des business schools et le monde des fashion schools, entre les designers et entre les futurs managers. Toi-même, dans ton double cursus, en fait, tu disais que tu oscillais entre les métiers de production, de fabrication et les métiers de vente, ou bien les métiers penseurs, on va dire, et fabricants. Comme si c'était deux mondes séparés. Donc toi, tu l'as vécu professionnellement, mais là, tu vois que, en fait, dans le milieu de l'éducation, il y a déjà, en fait, cette scission, ce cloisonnement. Ah, tout à fait, tout à fait. Cette séparation est faite dès le départ entre les managers de demain, qui seront dans la mode, donc nos étudiants, nos diplômés en business school, et les designers. Et comme moi, j'ai vécu les deux en tant que professionnel, donc dans le design, dans la mode, mais aussi, je le vois dans le monde universitaire, nos étudiants en business school n'ont aucune idée de ce que c'est le travail, je dirais, d'un designer et de ce que c'est vraiment la mode. Alors que il y en a beaucoup qui disent j'aimerais travailler dans la mode, mais en fait, quand tu leur poses la question, ils savent pas ce que font les stylistes. Et donc justement, tu disais je suis référente RSE à l'IAE de Nice. Effectivement, je m'occupe de la stratégie RSE de l'IAE Nice, qui est la business school de l'Université Côte d'Azur. Et je mets en place des projets RSE. Cette année, on a mis en place le premier Sustainable Month for Sustainable Fashion, qui est une série de 4 webinaires sur les alternatives de mode durable et éthique. Et ceci, on l'a fait après une campagne de communication sur les effets négatifs de la fast fashion sur l'environnement, sur la justice sociale, etc. Et qui a été menée donc en coachant un groupe d'étudiants en master 2 communication. Et là, je me suis rendu compte vraiment de unawareness, comment dire, la non-connaissance des étudiants des effets négatifs de la mode. Les étudiants en business school, comme tous les jeunes, sont très très fans de la fast fashion et ne se rendent pas compte de tous les effets néfastes que ça engendre. Et effectivement, cette campagne de communication a été très très fructueuse et a contribué à éveiller un tout petit peu à notre niveau un peu les consciences collectives au niveau des universités, des étudiants, et on espère la renouveler à la rentrée avec d'autres projets d'une ampleur différente. Et effectivement, dans l'école à l'IAE Nice, on travaille sur des labels RSE. Par exemple, j'ai obtenu depuis quelques années le label des Nations Unies Global Compact, mais aussi Fair Trade School. Donc voilà, l'IAE Nice on a le premier label en France, Fair Trade School, et donc on sensibilise les étudiants à ces sujets-là, et notamment donc dans la mode avec justement le travail. On sait combien dans la mode la justice sociale et les conditions de travail des salariés sont mauvaises. Donc je suis fière franchement d'éveiller les consciences des étudiants, de la future génération sur ces sujets-là. Mais là, tu éveilles sur
les consciences, mais sur 2 éléments. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a une division un peu une séparation entre les métiers qui fabriquent, qui font, et puis les métiers qui vont vendre. Donc là, tu viens les interpeller aussi sur, mais de quoi tu vas parler, en fait? Ce produit, il a été fait par quelqu'un, il a un savoir-faire, c'est un artisanat peut-être, ou voilà, il y a des techniques, il y a la beauté du geste et tout ça. Et puis après, tu vas aussi encore plus loin, c'est que tu les sensibilises aussi à la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, c'est-à-dire aux problématiques et aux solutions qu'on pourrait amener aussi donc dans la mode. Donc tu les rends pas seulement observateurs et juste vendeurs entre guillemets, ou représentants ou référents de marques ou de produits, mais aussi tu les inities et tu leur rappelles que eux-mêmes peuvent être acteurs de solutions. Complètement. On leur apprend à devenir citoyen dans le grand sens du terme. Parce qu'un manager, avant, on apprenait à nos étudiants à business school, comme tu dis, à vendre, à appliquer des stratégies, à être là pour développer le marché. Et on continue à le faire parce que économiquement parlant, il faut. Mais surtout, maintenant, moi, ce que je souhaite, et voilà, et on est soutenu sur ça, c'est ne pas faire diplômer uniquement des managers, mais aussi des citoyens. Vraiment, quand je dis citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui a le sens du collectif. Dans ton travail, tu vas travailler avec d'autres gens, dont le designer, le styliste. Tu dois respecter sa vision des choses. Vous allez travailler ensemble sur le développement d'un produit qui va être destiné au collectif, à un autre citoyen. Et donc, dans ce cas-là, il faut travailler sur toute la chaîne de valeur, donc de la création, de l'imagination, au transport, à l'utilisation et au recyclage. Sur toute cette chaîne de valeur, il faut travailler avant tout en tant que citoyen. Et dans le mot citoyen, on met beaucoup de choses. Donc, vraiment, les initier et les coacher, les éduquer à créer un impact positif pour demain. Et ça, c'est essentiel. Et quand on est citoyen, ce qui nous relie aussi, c'est notre culture, c'est notre histoire, l'histoire aussi avec un H majuscule. Et tu parlais justement d'histoires que tu aimais raconter, des histoires, raconter l'histoire. C'est ça qui fait qu'on peut bien parler des choses aussi aujourd'hui ou apporter une solution. Et donc tu me disais, et ça m'a surprise, tu me disais que tu donnais des cours d'histoire de la mode à des étudiants, du coup en business school, en école de commerce, et ça m'a un peu surprise. Je me dis ah ouais, c'est intéressant, et j'ai beaucoup apprécié ta logique. Donc comment t'en es arrivée là en fait? Alors, je prétends pas donner des cours d'histoire dans le sens, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont spécialistes là-dedans. Mais effectivement, quand on donne un cours de luxe, par exemple, comment on peut faire passer le message du marketing de luxe si on raconte pas l'histoire de la marque, mais aussi l'histoire de la France, l'histoire de la mode en France, comment ils peuvent travailler s'ils ne savent même pas qui est Charles Frédéric Worth, qui voilà le pionnier de la haute couture. C'est vraiment l'aspect aussi social de la mode, savoir que Madeleine Vionnet et Poiret ont libéré la femme en quelque sorte avec le corset, que c'était pas uniquement Chanel qui a libéré la femme, autrement après un peu plus tard, mais aussi voilà comprendre notre legacy, voilà notre héritage. Parce que la France est le pays de handcraft, du luxe, de l'artisanat, qu'on a perdu dernièrement. Et pour pouvoir revenir et comprendre une marque et l'intégrer, pour moi, il est essentiel de comprendre, comme tu dis, c'est exactement ça, la culture. La culture, c'est la culture dans tout. Et pour moi, la mode, elle est vraiment
un sujet qui est lié à tout dans notre société. La mode, pour moi, est liée très très liée à la société, à la politique, à l'histoire. Elle est partout. Je veux dire, il y a le fait de manger et de s'habiller. Qui ne mange pas, qui ne s'habille pas, tout le monde. Donc, il est essentiel de savoir d'où on vient, de raconter l'histoire, de la comprendre, parce que quand on comprend pas d'où on vient, on peut pas aller plus loin. Et c'est pour moi, donc ces managers de demain qui vont travailler dans la mode ou dans autre. Moi, je les initie dans mes cours de luxe aussi sur l'histoire de la mode, parce que je trouve ça essentiel. Donc c'est pas évident. On revient à ce cloisonnement entre le domaine de la mode et les business schools. Ce n'est pas évident à intégrer, mais voilà, j'ai la chance d'être soutenue et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis le contexte actuel, le côté positif des choses nous permet voilà d'aller encore plus loin sur ce côté-là. Et donc comme je te disais au départ, c'est une initiation parce que je suis pas une spécialiste, je prétends pas l'être, je suis vraiment dans le marketing plutôt de la mode. Et mon objectif, c'est justement de faire intervenir des vrais historiens de la mode, des éléments qui travaillent dans le lien avec la société, ou des designers, des do-it-yourself dans les business schools pour initier les étudiants, faire des séminaires autour de ça pour les initier à faire soi-même du upcycling ou autre. Je pense c'est ça aussi être citoyen et être acteur de demain, c'est aussi apprendre à faire soi-même les choses et l'apprendre par des professionnels. Petite parenthèse à nos auditeurs et auditrices professionnels, c'est un appel à venir partager les savoir-faire. J'aime beaucoup cette logique, en tout cas je reviens dessus, cette logique de sensibiliser ceux qui vont présenter les travaux, les projets, les œuvres parfois même, d'artisans, voilà, qui vont présenter les savoir-faire. Alors certains vont du coup rester dans leurs ateliers et tout ça, et justement il y aura ces métiers-là, ces métiers de marketing, ces métiers de vente ou de présentation qui vont savoir en parler parce qu'ils connaissent la personne, ils connaissent l'histoire. Et c'est pas juste des arguments en plus de vente, mais c'est juste savoir créer l'écrin aussi par la parole et par la présentation de ce savoir-faire. Et donc c'est vrai que quand on comprend ce qu'est la mode, d'où ça vient, on comprend mieux donc les marchés, ce qui serait on comprend aussi à qui on s'adresse, on est intéressé encore plus par qui porte les produits, et puis du coup les métiers, les artisans ou les fabricants, on va dire, et ceux qui sont plutôt sur le terrain en lien direct avec le consommateur peuvent converser et créer ensemble, et donc aller plus loin et innover un peu plus. Complètement. C'est des super opportunités d'entrepreneuriat, je pense. Vraiment, nous, on coach les étudiants à devenir des entrepreneurs, à créer leur propre entreprise. Mais je pense que justement, ils ont besoin d'artisanat, de designers, parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là. On a beaucoup qui se lancent en entrepreneuriat dans la mode sans avoir aucune connaissance du design. Et ça, c'est étonnant. Je pense qu'ils peuvent aller plus loin s'ils peuvent, voilà, être associés, collaborer avec des vrais connaisseurs et des vrais professionnels. Je pense qu'ensemble, et arrêtons avec ce cloisonnement, on est dans une société vraiment qui aime bien ce terme. Je parlais au début du cloisonnement un peu côté professionnel et universitaire, parce que c'est vrai. Côté universitaire, on fait le master recherche, on fait un doctorat et en fait, on continue à être dans un milieu universitaire très académique, etc. Puis là, le monde professionnel. Et il n'y a pas trop de passerelle entre les deux. Moi, j'ai toujours lutté et aimé ces deux côtés-là. Je peux pas envisager l'un sans l'autre. Donc, je peux pas. Pour moi, c'est inenvisageable de faire une carrière uniquement universitaire. J'aime transmettre et j'aime ce contact avec les étudiants. D'ailleurs, c'est très très enrichissant parce que c'est un enrichissement mutuel. Les étudiants aussi nous enrichissent tous les jours
par leur propre connaissance et leurs expériences, mais aussi il y a le côté professionnel. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, le cloisonnement, il est déjà dans le côté universitaire, professionnel, qui pour moi ne sont pas antinomiques, mais il y a aussi ce cloisonnement entre les fashion school, business school, les designers et les managers, où quand ils vont se rejoindre dans le monde professionnel, il y a parfois une incompréhension totale. Les stylistes, soyons honnêtes et disons-le, ils sont souvent pas d'accord sur beaucoup de choses parce que tout simplement, je l'ai vécu moi-même, parce que tout simplement, va réfléchir du côté de la création pure et l'autre du côté marché pur, alors que s'ils étaient déjà préparés à l'avance à cette vision commune et à ce travail commun, une compréhension commune, au lieu de perdre du temps à chacun tirer son côté, je pense qu'une sensibilisation, une connaissance préalable permet d'aller beaucoup plus loin. Et en termes d'entrepreneuriat, je pense qu'il y a de très beaux projets qui peuvent se faire si on arrive à enlever ces cloisons. Et on en a tellement discuté avant, Elsie, que... Oui, c'est pour ça qu'on fait cet épisode, justement, parce que je me suis dit, on doit... Enfin, quand on en a parlé toutes les deux, je me suis dit, ouais, alors c'est vraiment juste comment moi je pense aussi, parce que alors moi je donne des cours dans des écoles de mode, j'interviens dans des écoles de mode auprès de futurs stylistes ou futurs métiers de la mode. Toi, t'es du coup du côté du marketing, et je disais mais ça manque terriblement d'ancrage de mon côté, ça manque terriblement d'ancrage dans la réalité, dans un marché, à qui tu t'adresses, c'est quoi. On parle souvent de cible, de persona, tout ça, mais c'est très flou. Mais les questions des marketeurs, par exemple, d'étudiants du marketing pourraient énormément aider à la création pour les designers, parce que ils vont peut-être poser des questions, mais c'est quoi un vêtement? C'est quoi ta vision du vêtement? Pourquoi tu veux habiller? Comment tu habilles? Parce que il y a une multiplicité de marques, par exemple, sur le marché, mais chacune des marques, chaque designer qui est derrière a une intention unique, une façon d'habiller, une façon de voir le corps différente. Mais alors ça émerge gentiment, mais les questions des marketeurs, de ceux qui vont amener ce produit sur le marché et le présenter aux consommateurs, ils en ont besoin en fait. Ils vont nous aider quoi. En tout cas, cette conversation entre ceux qui sont sur le terrain face aux consommateurs et le designer va aider à la création, va aider à avoir un produit vraiment plus juste, plus sensé et toujours plus centré non pas seulement sur du beau, mais sur un produit beau et aussi fonctionnel qui apporte quelque chose au consommateur. Complètement. Je pense que, comme je disais, ces ponts-là doivent se créer déjà bien avant l'arrivée en entreprise, préparer effectivement les étudiants et les designers à se retrouver en fait à offrir un produit commun aux consommateurs. Et c'est encore plus vrai et plus important que on est dans une période de transition, de disruption de la mode, où on se dirige de plus en plus, et je l'espère, vers une mode plus durable, éthique, utile aux consommateurs. Et je pense que oui, les designers et les managers doivent se retrouver autour de mêmes valeurs. Voilà, un produit, une marque qui a des valeurs pour inciter encore plus, je dirais, les consommateurs à aller vers cette mode durable, parce que effectivement là on a des designers d'un côté qui ont des motivations pour aller vers une mode durable, il y a des consommateurs qui ont des motivations aussi à aller vers une mode durable, et il y a des managers qui ont aussi des motivations, et chacun a des motivations différentes. Si on regarde la recherche, en fait, sur ce sujet-là, sur ces sujets sur lesquels je travaille, il y a les motivations des designers, il y a les motivations des managers, qui sont pour l'instant encore faibles, et les motivations des consommateurs, qui sont, en fait, les motivations sont différentes. Parfois, elles se croisent, et parfois, elles sont complètement
différentes. Donc, les managers et les designers doivent se retrouver autour des motivations du consommateur, qui peuvent, les motivations du consommateur pour la mode durable sont liées à ses valeurs, à ses expériences de vie. Après, il y a des facteurs hédoniques, écologiques, des facteurs altruistes qui poussent le consommateur en fait à acheter à aller plutôt vers la mode durable. Et il y a les attributs du produit aussi. Donc ces attributs-là sur lesquels les designers, pour moi, et les managers issus de business school, sur lesquels ils doivent travailler pour emmener le consommateur vers cette mode durable. Donc, les attributs du produit sont le style, la qualité, le prix, l'accessibilité, le well-being, le brand image. Et dernièrement, on parle aussi de transparence. Les designers et les managers doivent travailler main dans la main pour améliorer ou pousser ces motivations du consommateur vers cette mode durable. Et donc le manager, il définit, je dirais, ses attributs, et le styliste travaille sur l'aspect concret du design, sur les attributs du produit, pour, on espère, aller de plus en plus vers une mode durable qui nous tient à cœur toutes les deux. Donc les managers, en fait, ils sont là pour encourager, voire même provoquer le changement de consommation, mais dans le bon sens et de manière authentique et transparente. Et comment le faire ? C'est en connaissant justement bien le produit, comment il est fait, et donc en étant en conversation avec la fabrication, avec les métiers de fabrication. Ça, c'est assez beau. Et puis, on peut le voir, on peut donner l'exemple de l'upcycling, justement. Alors là, c'est grande tendance, mais est-ce que c'est viable ? En fait, ça m'a fait sourire parce que cette année, j'avais beaucoup d'élèves qui voulaient développer des projets dans cette démarche. Donc, l'upcycling, c'est surcycler en français. Et donc, c'est pas juste recycler, mais c'est juste donner une nouvelle valeur encore plus forte au produit. Par exemple, des tissus en stock qui sont laissés un peu à l'abandon, on va les récupérer, on va lui donner une nouvelle valeur et on va les transformer en découpant, en proposant un produit à l'intérieur. Et il y a beaucoup de façons d'upcycler, hein. Donc là, on parle de matière, mais sur toute la chaîne de valeur, on peut upcycler. Donc pour les auditeurs et auditrices, je vous encourage à aller découvrir ce mouvement. Mais donc c'est une grande tendance. Beaucoup de designers vont dedans. Mais est-ce que c'est viable ? Parce qu'on se dit tout le monde le fait et tout. Mais alors aux élèves, je leur disais, mais économiquement, comment ça va tenir ? Parce que c'est une très belle idée, c'est un très beau concept. Mais on veut que ça dure, justement. On veut que ce beau soit cultivé, soit développé. Et là, ça manquait terriblement, justement, de connaissances et de vision, de lecture plutôt marketing, connaissance du marché, connaissance du consommateur. Et là, c'est toi qui fais ça du côté du marketing. C'est ça qui est drôle. Effectivement, pour revenir à l'upcycling, je vais juste dire que c'est juste quelque part un retour aux sources. Alors, du coup, je parle de moi. Mon amour de la mode, quelque part, revient à mon enfance. J'ai une relation sentimentale avec la mode parce que ma maman a fait des études de modélisme. Elle était modéliste et elle créait des vêtements. Donc, elle me créait des très jolies petites robes. Elle était vraiment très douée. Donc, c'est pour ça que j'ai cet attachement et je suis tombée dans la marmite toute petite. Et donc, le upcycling, c'est ma maman ma grand-mère aussi faisait de l'upcycling, tout simplement. C'est quand on prenait la chemise de papa, on la transformait en robe, en short, ou même mes vêtements qui devenaient trop courtes, ma robe devenait trop courte, ma maman, elle rajoutait quelque chose et elle faisait de l'upcycling et ça devenait super beau. Donc voilà, c'est pour dire que la mode durable, c'est quelque part une closed loop, une boucle fermée. Et
dans la mode durable, j'aime bien la définir par, au départ, c'est ce qu'on appelle les 5 R, réimagine, reuse et redesign. Donc dans l'upcycling, effectivement, il y a cette notion de refaire les choses en mettant en valeur un nouveau produit. Donc l'idée, elle est super, même si elle est, comme on dit, retour aux sources, comme on revient au tailoring, au swapping, etc., thrifting, etc. Donc tout ça, ça fait partie de la mode durable. Mais effectivement, actuellement, est-ce que, comme tu dis, de point de vue économique, ce business model va tenir longtemps. Alors, du coup, je parlais tout à l'heure des motivations des consommateurs pour aller vers la mode durable. Là, je vais parler plutôt des barrières à la consommation. Parmi les barrières à la consommation, il y a parfois, ça peut être unfashionable, non stylé. Bon, dans l'upcycling, c'est plutôt ce qu'on voit pour l'instant, c'est fashionable, c'est très bien. Mais la deuxième barrière, c'est le prix. Et actuellement, le prix des produits upcyclés est plutôt cher. Ce qu'on peut comprendre parce que c'est de travail de création. Voilà, c'est effectivement est long, la main d'œuvre, les matières, etc. Donc, on peut comprendre. Mais pour l'instant, tout le monde ne peut pas acheter des produits upcyclés. Ou on le fait soi-même, ayant les capacités et les talents pour le faire, ou sinon ces produits restent chers, ne s'adressent pas à une grande population, et du coup on pousse ces consommateurs à continuer à être dans la fast fashion et autres. Donc il y a deux options, ou de plus en plus de marques, mass market ou middle market, va produire de l'upcycling. Et là, les consommateurs vont se familiariser de plus en plus avec cette tendance, même si j'aime pas ce mot-là, parce que la mode durable ne va pas être une mode entre guillemets pour moi, elle doit être durable, c'est-à-dire dans le temps, et pas juste une mode. Donc il y a cette possibilité-là où on revient quelque part aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est initier nos citoyens de plus en plus à l'upcycling de soi. Donc quand on les initie, par exemple les étudiants en intégrant un cursus ou des séminaires de do it yourself, d'upcycling, etc., on va les initier. Du coup, ils vont pas utiliser ça tout le temps, pas faire ça tout le temps eux-mêmes, mais ils vont peut-être aller de plus en plus vers une mode upcyclée en achetant un produit, même s'il est cher, ils vont acheter un produit, deux produits et diminuer leur consommation en achetant des articles qui, dans un premier temps, sont peut-être un peu plus chers, mais différents, élégants, etc. Donc, je pense que le business model de ces jeunes marques qui font de l'upcycling, c'est peut-être aussi faire de l'initiation à faire soi-même. Ça paraît bizarre, ils vont dire que oui, mais c'est pas, on veut garder notre métier. Non, il faut jamais garder ses connaissances pour soi. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas garder mes connaissances pour soi. Et quand on fait de l'enseignement aussi, on garde pas ses connaissances, on les transmet. Donc, ces jeunes marques, je pense que leur business model peuvent être basés, une partie, à faire de la vulgarisation, entre guillemets, de l'upcycling. Ça va susciter la curiosité des consommateurs et de plus en plus, ils vont acheter ces produits-là, pas pour autant aller faire soi-même, parce que les vrais handcraft et les vraies connaissances, le vrai talent, sont chez les créateurs et les designers. Donc, je pense il y a cette partie-là, et je pense aussi que notre rôle aussi dans les business schools est de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, d'initier de plus en plus de jeunes à des méthodes au handcraft, voilà, à la fois pour les emmener à consommer de la mode durable, mais aussi à travailler avec des designers et à devenir de bons citoyens. En tant que consommateur, mieux comprendre, ça permet aussi de se détourner du seul et unique apparent élément de choix qui est le prix, en fait. On réalise une autre nouvelle valeur, la valeur d'un savoir-faire. Et ça encourage énormément l'artisanat et
et les métiers d'art ou d'autres en fait, même savoir coudre. Avant, toutes nos mamans, elles savaient coudre. En à peine une génération, tout s'est perdu. Et c'est super encourageant parce que ça nous fait retrouver, ramener aussi des savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et est-ce que c'est aussi un troisième élément qu'on pourrait rajouter à ta liste qui retient aussi pas seulement l'achat, mais la fabrication, c'est que il y a des savoir-faire qui ont disparu. Il y a des métiers à tisser il y a plus de mécanicien, il y a plus personne qui sait l'entretenir, la réparer, la mettre en route. Donc c'est très compliqué. Mais même si on a une robe avec le zip qui va plus, bah parfois avec la fast fashion, changer le zip, bah coûte plus cher qu'acheter une robe. C'est quand même incroyable ça. Donc ça incite pas à réparer quand on parle qu'il faut réparer, etc. Bah c'est très bien, mais tous les gens ne savent pas réparer. Ils ont besoin. Et quand on confie ça à un professionnel, bah ça coûte cher. Donc c'est pour ça, je pense, l'initiation, ça paraît comme ça un peu dingue de dire ah bah oui, dans les business schools on va donner des cours de couture ou de do it yourself. Mais si vous voulez de bons citoyens de demain qui vont aller vers la mode durable, il faut exactement ce que tu disais. C'est une initiation dans le sens de mesurer l'importance du fait main. Et si ça coûte cher, c'est parce que il y a toute une connaissance derrière, du temps payé la main d'œuvre, et qu'un t-shirt qu'on achète 3 €, c'est que malheureusement on va pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est quelqu'un d'autre qui l'a payé. Exactement. Et c'est la même chose pour la réparation. C'est que tu donnais l'exemple du zip sur une robe. Bah, ça peut nous coûter plus cher de le changer. Mais en fait, si la robe, on la jette, qui va payer le prix en fait de ce déchet aussi? C'est que ce déchet, il a un coût et il y a quelqu'un qui va de toute façon payer et ça coûte de plus en plus cher justement à la planète. On pense environnement, mais on pense aussi à tous ces êtres humains, ces populations qui sont donc dans nos déchets occidentaux et qui eux sont dans le recyclage, qui essaient de faire quelque chose, mais il y a un coût en fait de toute façon. Donc même si c'est pas notre porte-monnaie qui va payer le remplacement de ce zip, quelqu'un d'autre va le faire par le fait de devoir le brûler et tout ça. Et donc le prix à payer commence à s'accumuler parce que nous, on pense chacun à notre petit porte-monnaie et au prix de cette réparation. On pense de façon individuelle. Exactement. Ouais. Alors qu'en fait, mais je crois que c'est la trame de notre conversation, c'est que la conversation, l'échange, construire ensemble, nous fait penser vraiment durable et dû. Le pire ennemi de l'humanité, je dirais, c'est l'ignorance. Et quand on ignore et on connaît pas l'autre, et ça revient à ce qu'on dit, quand le designer ne connaît pas le manager, quand le manager ne sait pas ce que fait le designer, c'est de l'ignorance. Donc, je reviens à le motto think outside the box et aller au-delà des frontières, c'est connaître l'autre. Et je pense dans notre société, on a besoin de connaître l'autre et c'est comme ça qu'on avance. Et apprendre comment un produit est fabriqué et l'artisanat, là ça fait réfléchir. Et quand on connaît pas, effectivement c'est une barrière. On dit non, je veux pas payer ça trop cher. Quand on montre et quand l'étudiant, quand le citoyen voit comment ça se passe et tout le travail humain derrière, il comprendra. Les gens sont pas méchants, sont pas bêtes. Je pense que il suffit de le connaître. Tout le monde n'est pas concerné de la même manière par l'environnement, par la justice sociale, mais tout simplement parce que il y a une grande partie d'ignorance et de non-connaissance on va pas culpabiliser ces gens-là, c'est juste que tout le monde ne peut pas être au courant de tout et je pense notre rôle en tant qu'école, en tant que citoyen, le rôle des marques est d'informer aussi, mais de la bonne façon, sans culpabiliser, sans faire culpabiliser, parce que parfois, oui, quand on fait culpabiliser trop, les gens, au contraire, ça devient, ça fait l'effet inverse et il y a une nouvelle barrière qui se forme. Et puis, avec les marques, je dirais, tout en faisant attention de ne pas être tout le temps dans le discours et pas dans l'acte.
Parce que là aussi, d'après les recherches que je fais sur les barrières, il y a une toute nouvelle barrière qui apparaît, qui est le greenwashing. En fait, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'ignorance, le fait de ne pas connaître les méfaits, etc. Mais il y a aussi, ces derniers temps, une autre barrière qui est apparue, qui est le greenwashing, qui est lié à ces grandes marques qui commencent à communiquer sur la RSE ou autre, et qui en fait n'est pas dans les vraies valeurs de l'entreprise. Et ça fait finalement du mal à tout le monde, en fait, aux petites marques qui sont vraiment authentiques, aux grandes marques et à la planète et à tout le monde. J'allais demander comment est-ce que tu encouragerais les auditeurs dans cette démarche, mais tu l'as bien dit, c'est être dans la pédagogie, dans le partage et dans le faire découvrir. Des fois, on est tellement concentré sur notre expertise, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait, qu'on se dit mais tout le monde le sait, puisque moi je le sais, tout le monde devrait le savoir. Enfin, c'est pas du tout prendre les gens de haut, hein. C'est juste, on se dit que c'est une certaine logique, mais en fait pas du tout. On a des cultures différentes, on a des sensibilités différentes, on a des techniques, des savoir-faire, comme par exemple l'impression ou la broderie. J'ai la créatrice Ah Young que vous avez sûrement entendu, les auditeurs sur Qu'est-ce que la mode. Elle travaille avec des personnes à Madagascar. Et ça n'a rien à voir, cette broderie, avec la broderie française qu'on a à Bruges ou en Belgique. Enfin, et il y a plein c'est un mot, la broderie, mais il y a plein de savoir-faire différents. Et en fait, de savoir, de discuter, d'échanger, ça nous fait créer ensemble, aller plus loin. Et donc, en fait, le greenwashing est inconcevable quand on est dans ça, parce que on se dit c'est tellement beau, on n'a pas à le survendre. On était dans la surproduction, la surconsommation. Maintenant, on est dans la survente avec ce greenwashing. Et parce que on sait ce que c'est et on y croit, et on n'a pas à se mentir à soi-même ou à mentir à l'autre pour faire acheter. On sait ce que c'est, on sait que c'est beau, on sait que c'est propre, on sait qui l'a fait. Et on veut juste le partager naturellement, en fait. C'est beau, et ça fait du bien, en fait, de t'entendre dire ça et de me dire, cette intention, cette motivation, on peut le faire naître aussi dans ces futurs métiers de la mode, ces managers, ceux qui sont plutôt dans le terrain de la vente et de la valorisation, de la présentation et de la communication, et puis aussi auprès des futurs designers. Oui, tout à fait. Tu as très très bien résumé. C'est exactement ça. Il faut que l'un aille vers l'autre. Voilà. Il faut être curieux. Il faut être curieux de l'autre et aller vers l'autre. Et notre rôle c'est pas juste de l'information, de la sensibilisation, mais vraiment inviter à participer, parce que quand on donne un cours théorique, c'est difficile à comprendre. Là aussi, il suffit pas de la sensibilisation. La sensibilisation, il faut qu'elle passe par voir les choses, savoir comment elles se font. Et c'est là où on va aller main dans la main, travailler ensemble côté designer et manager pour une mode éthique, durable, et pour une société, je dirais carrément société meilleure. Société meilleure, on se comprend. On va terminer peut-être par cette belle parole et cette juste vérité. Merci beaucoup, Hiba, pour cette conversation. Ça nous rappelle que la mode est une industrie textile, mais transversale, et qu'on a besoin justement des fois de provoquer la conversation, de l'encourager, de la cultiver, et que en fait on est tous citoyens, en fait. Complètement. Et j'étais ravie de converser avec toi et de causer. On se retrouve sur ce sujet-là côté designer, marketing, et voilà, c'est aller vers l'autre et découvrir, et tout se passera très bien. Merci beaucoup, Hiba. Merci à toi. À bientôt, Elsie. À bientôt. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production.
Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.